Oui, bonjour. Jean Gauthier de la web radio Ville Lumière, comment allez-vous? Ça va très bien et vous, merci. Ça va très bien, merci. Donc, je suis avec mon collègue aussi, également avec moi, Nicolas Hénon. D'accord. On vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ça va. Ah, bah, écoutez, c'est avec grand plaisir. Donc, alors Gilles, vous avez effectué une carrière professionnelle en tant que gardien de but. Vous êtes passé par le Stade Rennais, l'Olympique Avignonnais, Alès également, le Red Star et Mulhouse, et ensuite vous avez donc continué dans l'entraînement des gardiens, c'est bien cela? Tout à fait, oui. J'ai l'opportunité à la fin de ma carrière de joueur au Mulhouse. J'ai commencé une carrière, mais j'étais entraîneur pour commencer. J'ai au Mulhouse et j'ai basculé en 1998 comme dans le métier d'entraîneur des gardiens de but. D'accord. Donc durant cette interview, donc on va bien évidemment parler de votre carrière qui était assez conséquente, de l'actualité footballistique et également du PSG. Donc Nicolas va prendre la suite et va commencer à vous poser les questions. On s'attend à l'antenne. On est à l'antenne. Nous sommes à l'antenne. D'accord, pardon. D'accord, j'ai pas compris. Très bien. Bon, bonsoir Gilles, monsieur Nicolas Hénon, donc responsable du site parisTeam.fr. Oui, bonsoir. D'abord, on va parler de l'actualité. Je pense que vous avez dû avoir des frissons de voir Salvatore Sirigu titulaire contre l'Angleterre. Et quelle a été votre impression? Écoutez, tout à fait. J'étais surpris déjà, donc puisque je n'avais pas vu que Buffon était blessé. Et donc j'ai suivi le match avec beaucoup d'intérêt. Et puis j'étais très heureux de voir qu'il avait réalisé une grande performance. Heureux, mais pas surpris non plus. Donc voilà, je suis très très heureux pour lui. C'est tout à fait mérité. Et donc c'est très bien. Justement, il est passé du côté inconnu aujourd'hui au numéro 2 de la Squadra Azzurra. Il est arrivé comme une surprise au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez été acteur de ce recrutement et comment ça s'est passé? Oui, je suis intervenu à un moment donné lorsque Nicolas Duchesne s'est blessé et qu'il s'avérait qu'il ne pourrait pas commencer la saison 2012-2013. Il était évident que le club devait prendre un nouveau gardien de but. Nous étions à la recherche à l'époque d'un numéro 2, mais finalement Leonardo m'a soumis 4 noms de gardiens de but qu'il souhaitait éventuellement engager. Et donc le seul que moi j'avais validé, c'était Salvatore Sirigu. Et donc finalement, ça s'est fait très vite ensuite. Et quels étaient ces 3 autres noms? Bon, écoutez, là, je ne les ai même plus en tête. Je sais qu'il y avait... non, je les ai plus en tête. Je les ai même plus en tête. J'avais pas trop donné suite. Et donc, j'avais tout de suite, moi, flashé sur Salvatore. J'ai été surpris, d'ailleurs, de ce que je voyais, parce que petit italien, c'était pas forcément le profil que je pensais intéressant pour le Paris Saint-Germain. Et les vidéos que j'avais vues m'avaient enchanté, donc j'avais validé. Ensuite, j'ai juste validé le nom. Ensuite, c'est pas moi qui ai fait ce recrutement, c'est Leonardo ensuite et le club, quoi. D'accord. Et comment Nicolas Duchesne a pu prendre la nouvelle à ce moment-là, sachant qu'il avait été recruté quelques mois avant et il était annoncé comme le numéro 1 du PSG? C'était une période très très difficile, il l'a très très mal pris, et quelque part je dirais un peu à juste titre, puisque lui il avait la promesse d'être le numéro 1 du club. Ensuite il y a eu pas mal d'événements avec l'arrivée des nouveaux actionnaires, des nouveaux propriétaires qui ont racheté le club. Sa blessure qui est rentrée en ligne de compte. Donc que ce soit Antoine Cambaré ou Boiré ou moi, on s'est battu jusqu'au bout pour maintenir l'idée que nous on cherchait un numéro 2, mais bon, c'était pas possible de céder un petit peu aux pressions qatari, et donc le fait qu'il soit blessé, ça devenait très, très compliqué, et donc il a fallu un peu céder sur ce terrain-là et recruter un gardien de but qui avait le profil pour être numéro 1, sachant que Salvatore n'a pas signé au Paris Saint-Germain avec la certitude d'être le titulaire. Mais comme il a débuté le championnat, il a été performant, et il a continué, quoi. Vous êtes
un grand artisan du gardien de la Squadra Azzurra. Comment vous vivez les critiques qui s'abattent sur lui, notamment dans son jeu aérien, ou le fait qu'il n'arrive pas à prendre le ballon? Écoutez, moi je le vis pas mal, je le vis d'un gardien extérieur maintenant, mais je suis toujours défendu dans ce domaine-là. C'est certainement un domaine effectivement où il est perfectible, mais on l'a vu d'ailleurs avec le match contre le match de l'équipe de la Squadra Azzurra, il a été performant quand même dans ce domaine-là. Il faut voir que maintenant les surfaces de réparation, ce sont des vrais points chauds maintenant dans les ballons aériens, c'est très 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 difficile pour les gardiens de s'imposer. Donc moi je le défends dans ce domaine-là. Je pense que Salvatore c'est un gardien du haut niveau européen, donc effectivement il peut y avoir des meilleurs gardiens que lui. Dans ce cas-là il faut parler de Fetch, de Neuer, gardiens comme ça quoi. Donc je pense que les critiques dont il a fait l'objet sont un peu trop exagérées. D'accord. On a aussi noté le fait qu'il a parlé français assez rapidement. Oui, ça c'est quelque chose, c'est impressionnant. Très honnêtement, c'était impressionnant. Bon, il avait quelques notions, il est vrai, puisque je crois que sa maman parle couramment français, ben, il avait déjà entendu la langue. Mais dès les premiers jours, il a refusé qu'on lui parle autrement qu'en français. Il avait un traducteur sur son iPhone, et puis il se l'est mis, quoi. Et donc, j'ai le souvenir, je crois, c'était 3 semaines après son arrivée, d'un déplacement en avion, on était tous les deux l'un à côté de l'autre, et puis on a parlé du football italien, du football français, en français. En français, 3 semaines après son arrivée, ça m'avait bluffé, quoi. Oui. On se souvient aussi de la première saison qu'il a fait quand on a été champion, où il avait perdu un peu son sang-froid qui lui avait valu 2 matchs. Comment vous avez réagi à ce moment-là? Voilà, c'était dur. Moi, j'étais au cœur j'étais au cœur de la mêlée en plus, parce que je sais, une période où j'étais un peu fatigué, disons, psychologiquement, donc je le savais un petit peu à quand. Et donc, lorsque j'ai vu cette échauffourée débuter, moi, j'ai couru tout de suite pour m'interposer et justement m'empêcher de péter les plombs. Et donc, c'était pas une période très très facile, quoi. Bon, c'était après quand même une victoire à Evian qui nous assurait quand même quasiment un titre. Donc écoutez, ça s'est passé de la meilleure façon. Ça aurait pu être pire, disons, la pris de match, ça aurait pu être pire, quoi. D'accord. Si on vient des moments clés du Paris Saint-Germain, de votre passage sur les 3 saisons, j'aimerais savoir déjà comment vous avez vécu l'éviction d'Antoine Camboré. Très mal. Voilà, c'est très clairement très mal. C'était un crève-cœur de voir partir Antoine et Bertucci, son adjoint, parce que je pense que tout l'ensemble du staff, on faisait du très bon travail. Nous étions champions d'automne, après une super victoire à Saint-Etienne. Et donc, à ce moment-là, c'était très très dur à vivre de voir Antoine partir. Voilà, donc pas facile. Maintenant, c'est vrai qu'un staff de renommée internationale est arrivé, donc il a fallu se remettre au travail. Et puis, effectivement, il y a des paliers qui ont été franchis, mais humainement, c'était très dur. Comment vous avez réussi à convaincre Carlo Ancelotti? Écoutez, moi, j'ai pas eu à le convaincre. Moi, il se peut que Salvatore et Miguel But soient intervenus pour qu'on continue à travailler ensemble, puisque avec Salvatore, ça passait très 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 bien. Je sais qu'Antoine Camboré aussi a parlé à Leonardo en lui disant que ce serait une grosse erreur de casser la dynamique qu'on avait mis en place avec Miguel But, et surtout qu'il y avait eu ce gros problème avec Nicolas Duchesne que je pense j'avais réussi à gérer. Donc voilà, moi je suis rentré dans ce staff parce que le club a décidé de mener dans mes fonctions, et donc j'ai découvert un autre mode de fonctionnement ensuite. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Carlo Ancelotti, puisque c'était quand même un grand entraîneur que vous avez pu rencontrer dans votre carrière? Ah oui, aujourd'hui, il est au sommet de l'Europe et presque du monde. Donc vraiment, c'est le plus grand entraîneur avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler. Ce qui m'impressionne le plus, je crois, chez lui, c'est sa gestion humaine
surdimensionnées, des personnalités complètement différentes et parfois opposées. Et lui est très très fort pour faire en sorte que tout le monde vive bien ensemble et aille dans le même sens dans son projet. C'est un grand manager aussi de staff parce qu'il a un staff d'une douzaine de personnes à qui il fait entièrement confiance et parfois aussi j'étais assez impressionné de sa façon un petit peu de manager tout le monde, quoi. Leonardo connaissait votre amitié avec Salvatore Sirigu et l'importance que vous avez eue dans la complicité avec Nicolas Duchesne. Comment se fait-il que Laurent Blanc n'a pas pensé à vous? Alors écoutez, ça, je sais pas, il faut lui poser la question. Moi, je veux dire, j'ai eu la chance, après l'éviction d'Antoine Comboiré, de rester. Je considère que c'est un petit peu une rallonge que j'ai eu le droit d'avoir de 1 an et demi. Laurent Blanc arrive avec des hommes neufs. Ça ne me choque pas qu'il ait voulu emmener des hommes à lui, des hommes en qui il a confiance. Donc il n'y a pas de... pour moi, il n'y a rien de choquant. Je veux dire, j'ai fait 3 années extraordinaires au Paris Saint-Germain. J'ai connu la transition d'un d'un grand club à un club de dimension internationale. Donc voilà, je crois que c'est aussi le choix de l'entraîneur de choisir ses hommes. C'est pas choquant du tout. Justement, oui, vous nous parliez de la transformation du club. Justement, vous avez vécu vous, les premiers mois qataris en quelque sorte. Comment vous avez vécu tout cet engouement, ce changement total du club, ce club de milieu de tableau qui reprend carrément l'élite? C'est assez impressionnant, c'est dur à décrire comme ça en quelques mots. Je veux dire, c'est un bouleversement total des habitudes. On a le sentiment que tout est possible. Il faut raisonner, tout doit être raisonné en grand et en tout ce qu'il y a de mieux. Donc, le simple achat de matériel qui pouvait éventuellement poser problème avant l'arrivée des Qataris, ensuite on ne posait même plus de questions, on achetait tout ce qui se faisait de plus high-tech et de mieux. Donc ensuite on a vu arriver progressivement des grands joueurs, hein. Ça a commencé par Pastore, ensuite d'autres, jusqu'à Ibrahimovic, jusqu'à David Beckham. Donc ce club a grandi de manière spectaculaire en une saison et demie. C'est assez incroyable à vivre de la carrière. Incroyable. Et maintenant que j'en suis plus avec un peu de recul, après 1 an de recul, je ressens encore plus le caractère exceptionnel de ce qui a pu se passer dans ces 3 années, quoi. On aimerait bien savoir votre avis sur Ibrahimovic et David Beckham, qui sont deux étoiles du football. Et vous avez eu l'occasion... Oui, alors mon avis, c'est forcément plein d'éloges, parce que ce sont tous les deux de grands professionnels, avec effectivement des personnalités différentes. Mais attention, il ne faut pas croire que Ibrahimovic, c'est une image forcément que certaines personnes peuvent en avoir d'un garçon hautain, arrogant. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, quand vous le côtoyez et que vous faites partie de son environnement professionnel, c'est quelqu'un d'adorable, de charmant, d'avenant même, mais par contre, voilà, c'est le football, c'est son métier, c'est un grand professionnel, il est d'une exigence extrême vis-à-vis de lui-même et donc aussi vis-à-vis des autres. Et ce qui passe parfois, c'est moi à lui, parfois, passe pour de l'arrogance, mais c'est loin d'être quelqu'un d'arrogant, quoi. C'est vraiment quelqu'un d'attachant. Et David Beckham, on peut le dire, c'est incroyable de voir un homme comme ça, d'une telle simplicité, d'une telle humilité, alors que c'est quasiment une star mondiale, planétaire. Pareil, quoi, c'est un vrai amoureux du football. Un vrai amoureux du football, il adorait s'entraîner, même blessé, il voulait continuer à s'entraîner, il était là avant les autres, il partait après les autres. Vraiment, je crois que je ne me repérais plus dans ma carrière d'homme et de footballeur comme David Beckham. C'est impressionnant. On parlait de Salvatore Sirigu et de Nicolas Duchesne. Comment vous avez réussi à créer cette complicité entre les deux hommes? Puisqu'on sait que vous êtes l'artisan de ça, puisque vous me dites que Nicolas Duchesne l'a vraiment mal vécu. Comment vous avez réussi
au fait qu'il reste concentré et qu'il reste, comment dire, le joueur qui va aider Sirigu à monter en puissance et d'être son principal coéquipier. Alors, ça n'a pas été facile vraiment tous les jours au début de cette période. Il a fallu dialoguer, il a fallu encourager, il a fallu remotiver, convaincre, en parlant vrai, quoi, en étant authentique et puis en étant aussi à l'écoute. Et puis tous les jours, bosser pour que vraiment les deux soient à leur meilleur niveau et puissent défendre leur chance de la meilleure des façons possibles. Après, je ne m'attribue pas tout le mérite. Il faut dire que Nicolas Duchesne aussi, c'est un super professionnel aussi, quoi. Donc, sa déception, sa grosse désillusion, elle était aussi quelque part logique. Donc, il n'y a pas eu de conflit entre nous vis-à-vis de ça. Moi, j'ai tout à fait compris ses états d'âme. J'ai tout à fait compris qu'il vivait très très mal la situation. Donc, à partir de là, écoute, on a essayé d'avancer ensemble pour le bien de tous, pour le bien du club, de l'équipe. Et puis, voilà, après, les bonnes volontés se sont remises en route. Et donc, ça a fonctionné parce que aussi, je dis, bon, c'est un caractère de cochon, mais que ce soit Salvatore ou Nico ou moi, mais après, je veux dire, c'est bien aussi d'avoir du caractère, quoi. C'est bien ce poste-là d'avoir des gens de caractère, mais aussi ce sont des bons mecs. Donc, à un moment donné, les choses se sont mises en place et puis ça rentre dans l'ordre, quoi, un petit peu. On parle de Salvatore Sirigu, de Nicolas Duchesne, mais vous avez aussi Alphonse Areola. Exactement, ouais, j'avais quand même sacré trio exceptionnel de Galen but, hein, quand même. Hein, je mesure la chance que j'avais d'avoir ce gardien-là, sachant aussi que les années précédentes, j'avais aussi Grégoire Coupé, qui était un symbole aussi à ces postes-là, et Della Pula, qui a été justement, à mon avis, descendu en flamme par les médias. Donc, oui, effectivement, donc, Alphonse Areola, il a grandi pendant ces 3 années, puisqu'il est arrivé en groupe pro en même temps que moi, je suis un groupe Paris Saint-Germain. Et écoutez, il a grandi, il a progressé, il a travaillé. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout non plus surpris de sa réussite. Hein. Il fera partie, Alphonse, indéniablement, des très très bons gardiens de la Ligue 1 dans le futur. Là, il vient de se faire opérer de ce problème de coude qu'il avait, qui était récurrent. J'espère que cette opération va être un succès, parce que comme ça, il n'aura même plus de problème-là. Et donc, ce serait là pour lui. Je pense que j'ai hâte de le voir aussi faire une saison complète en Ligue 1 avec Lens la saison prochaine, pour voir un petit peu comment il va gérer une saison entière à ce niveau-là. Justement, vous m'avez devancé sur Edel Apoulabiété. Ça n'a pas dû être un dossier facile, ça n'a pas dû être facile, comment dire, de gérer toute cette pression qui a été mise sur le gardien, et peut-être injustement, mais comment vous avez vécu ça? Sur quel gardien vous parlez? Sur Edel. C'est pareil, c'était très 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 dur à vivre, parce que vraiment il était la cible des médias, mais à tout bout de champ. Déjà, il faut dire que c'est quelqu'un qui est très très costaud moralement, donc lui-même encaissé un petit peu les coups, hein, il a plié, mais il n'a jamais rompu. Et puis, écoutez, nous on a nos codes, nos modes de fonctionnement, on dialogue, on discute, on essaie justement de faire abstraction de ce qui se dit à l'extérieur et d'être concentré un petit peu sur la tâche à accomplir et sur le boulot. Alors, donc, mais effectivement, c'est pas si facile à vivre. Bon, il avait le soutien du vestiaire, de tout le monde, donc il s'est senti aussi quand même soutenu. Parce que nous, on avait quand même tous à l'intérieur le sentiment quand même d'une grande injustice par rapport à lui, quoi. On a même une sorte d'acharnement qui ne s'appelait pas forcément pas toujours mérité, quoi. La grosse boulette qui nous revient, c'est surtout celle qui fait contre Lyon. Bien sûr, celle-là, je pense que celle-là lui a fait un mal terrible. Bien sûr, comme vous dites, c'est une boulette, on peut pas le nier. Maintenant, je veux dire, c'est pas le premier à faire une boulette qui coûte un but à son équipe. On aurait pu aussi gagner
match-là, finalement quand même, puisqu'on a eu une occasion énorme juste avant la fin du match. Bon, voilà, ça fait un match nul, mais tout de suite, vu que c'était lui, c'est vrai que ça a provoqué un petit peu l'arrivée des médias, et donc c'était pas non plus une période très facile à vivre. Et le dernier gardien que vous avez sous vos ordres, c'est Grégory Coupé? Le dernier gardien... non, le premier, pardon. Le dernier qu'on peut évoquer, je veux dire. C'était oui, à Paris. À Paris, le dernier... écoutez, là, vraiment, aussi, c'est pareil, un grand bonheur d'avoir pu travailler pendant une saison avec lui, parce que ça reste encore un des rares amoureux vraiment du football, pour le football, amoureux du travail, amoureux de l'entraînement, un mec avec un cœur énorme, et un grand professionnel, quoi. Et donc, vraiment, c'était... je considère encore comme une chance d'avoir pu l'accompagner dans sa dernière saison. Donc, ça avait très très bien fonctionné, on avait de bons rapports, c'était encore, je ne suis pas surpris, enfin, il n'y a pas de miracle, quoi. Un gardien de sa trempe qui fait cette carrière-là, il n'y a pas de secret. C'est un grand professionnel qui aime son métier, qui se dévoue à son métier. Il avait carrément une salle de musculation chez lui parce qu'il aimait bien travailler tout seul, ça allait toujours plus, donc il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret pour le haut niveau, c'est comme ça. Et Ronan Lechrome, c'était une demande de vous ou de Carlo Ancelotti? Non, c'est une proposition de ma part, parce que Ronan était venu pendant un mois justement nous donner un coup de main en début de saison, lorsque justement on avait un gardien à notre disposition pour débuter la saison. Et il était en recherche de travail, il nous avait donné un coup de main pendant un mois comme partenaire d'entraînement, ça lui donnait lui une visibilité et ça le mettait en condition. Il avait été vraiment adopté par le vestiaire, un mec super pro, adorable. Et donc, lorsque Carlo Ancelotti est arrivé, le mode de fonctionnement, c'est d'avoir toujours 3 gardiens à disposition pour les jours de match. Mais si on avait fonctionné comme ça, le 3e gardien, ça aurait été Alphonse Areola. Et dans ce cas-là, il n'aurait plus jamais pu jouer des matchs avec l'équipe réserve, et donc aurait été au bout d'un moment dans un manque de compétition total. Et ça aurait mis, à mes yeux, à sa progression. Donc j'ai émis l'idée d'engager finalement définitivement Ronan Lechrome, qui lui aurait joué ce rôle de 3e gardien de but pour les matchs. C'est-à-dire, écoutez, il n'avait aucune chance de toute façon de jouer des matchs, il est venu en connaissance de cause. Ce qui permettait quand même à Alphonse Areola de faire des matchs avec l'équipe de CFA et d'avoir de la compétition dans les jambes. Sachant que la hiérarchie était quand même toujours clairement établie, que Alphonse était bien le numéro 3. Lorsqu'il y avait des petits problèmes de blessure, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est bien sûr Alphonse qui était le remplaçant, et Ronan Lechrome restait dans ce cas-là dans cette position de remplaçant du remplaçant, quoi. Et comment vous avez vécu ce match contre Lorient où il finit avec ce carton rouge qu'on aurait pu éviter, bien entendu, je suis d'accord avec vous. Écoutez, franchement, on a été tous l'ensemble du club, du staff, on a tous été malheureux et choqués pour lui, quoi. Et j'ai même le souvenir que David Beckham, qui était dans les tribunes, puisqu'il n'était pas, je crois qu'il n'avait pas vu ce match-là, à la fin du match, il est descendu et il a fait les voir l'arbitre. Et en anglais, il a dit: vous êtes inhumain. Il a dit derrière lui: vous êtes inhumain, c'est inhumain ce que vous avez fait. Et c'est vraiment, c'est fou, même les orientés sont allés voir l'arbitre pour lui dire que c'était pas bien ce qu'il avait fait. C'était unanime, quoi. Et j'avais été. On avait tous été choqués, quoi. Je veux dire, bon, le match, c'était un match de gala, il y avait 3-0, il n'y avait aucun enjeu, c'était vraiment juste pour le plaisir du public. Et là, il avait vraiment gâché la fête. Il aurait restitué penalty, il aurait mis un carton jaune, il n'y a personne qui aurait crié au scandale. Et donc, c'est dommage. Mais bon, écoutez, ça marquera un petit peu son histoire personnelle, quoi. Maintenant, il aime bien raconter qu'il a fini sa carrière comme Zinedine Zidane sur un carton rouge, quoi, voilà. Je vais vous parler d'un sujet délicat et douloureux, mais on a besoin que vous établissiez la vérité. C'est de Nick Broad. Ouais, oui. Voilà. Oui, on peut en parler. Nick Broad, c'est... Écoutez, j'ai un petit peu le frisson de vous en parler. Justement, on vous donne l'occasion de lui rendre hommage et de nous expliquer vraiment ce qui s'est passé, parce qu'on a dit que Monsieur Carlo Ancelotti était en colère après ses joueurs, tout ça. On aimerait savoir vraiment la vérité sur tout ça. Ah non, mais écoutez,
non, mais déjà, la vérité sur quel point, sur quel sujet Ben, le fait que les joueurs n'ont pas accepté de monter dans l'avion, tout ça. Non, je sais pas, c'est pas qu'ils n'ont pas accepté. Si tu veux, il y avait un avion qui a été affecté justement pour la siège obsèques. Il y en a bien, il n'y avait pas de caractère obligatoire. Il y en a qui, par un petit peu conviction religieuse, et qui n'aiment pas ce genre d'événements, qui ont dit tout de suite qu'ils préféraient ne pas, ils préféraient s'abstenir d'y aller. Donc, d'autres, je pense une bonne quinzaine étaient prévus. Et de manière, écoutez, alors là par contre, je n'ai pas à juger ou à dire les raisons, de manière inexplicable, finalement, on s'est retrouvé le matin à l'avion avec uniquement 3 joueurs. Donc, dont 2 Galambuc, puisqu'il y avait donc, il n'y avait pas plus, c'est très clair qu'il n'y avait pas plus de Camara, Alphonse Areola et Roland Lecrom. Donc, je ne sais pas, moi je ne connais pas les raisons qui ont du désistement des uns et des autres. Mais bon, c'est vrai que ça a été assez marquant, ça faisait un peu désordre, quoi. Et bien sûr qu'il y avait beaucoup de colère de la part de Carlo, de Nardo, de tout le monde. Après, je pense que ça peut être aussi un peu justifié cette colère quand même. Ouais. Et vous pouvez nous parler de Nick Broad? Nick Broad, c'était donc le chef du projet Performance, hein, c'est lui qui... c'est difficile de vous expliquer dans tous les domaines dans lesquels il était impliqué dans le projet de Carlo, parce que c'était vaste, hein, jusqu'à même la rénovation actuelle du camp des loges, la décoration, la diététique, les projets performance, les GPS, l'analyse, les boissons énergétiques, la récupération. Il était en liaison avec les hôtels aussi pour les repas. Et très honnêtement, j'ai 16 ans de carrière d'entraîneur et c'est vraiment l'homme le plus brillant que j'ai jamais rencontré dans ce domaine, quoi. En plus, un camarade de staff, dans le staff formidable, quoi, hyper pro, d'une exigence, mais d'une exigence extrême avec tout le monde, mais toujours dans le dialogue, toujours dans l'explication, toujours pédagogue. Malheureusement, ce soir tragique, justement, il revenait de chez Mamadou Sakho, puisqu'il est allé un petit peu expliquer des éléments de diététique à Mamadou et à son épouse. Parce que bien souvent, c'est bien de faire des réunions diététiques avec les joueurs, mais bien souvent, c'est les épouses qui vont les toucher, parce que c'est souvent les épouses qui font les repas. Et donc, il revenait d'une réunion chez Mamadou Sakho lorsqu'il y a eu ce tragique accident. D'accord. Ma dernière question serait la suivante. Est-ce que Carlo Ancelotti vous l'a dit lui-même qu'il allait partir ou comment vous l'avez appris? Je vais être très honnête avec vous, Carlo me l'a appris, je crois, vers le mois d'avril, lorsqu'il y avait justement toutes ces rumeurs de départ. Il y avait beaucoup de rumeurs sur son départ. Et un jour, donc j'étais dans mon bureau, il est rentré, il a fermé la porte et il m'a dit écoute, voilà, il y a beaucoup de rumeurs, donc voilà, je vais te dire ce qu'il en est. Et donc il m'a expliqué qu'il allait partir effectivement. Voilà. Après la teneur, je ne vais pas tout vous expliquer, mais effectivement, il me l'a expliqué assez tôt finalement. D'accord. Quels sont vos projets? Je crois que c'est dans le mois d'avril. Pardon, je crois que c'est dans le mois d'avril, je ne sais plus exactement. Quels sont vos projets et est-ce que vous avez pu est-ce que vous auriez pu entrer dans le staff de Antoine Comboiré? Alors écoutez, non, je ne vais pas postuler. Il y a pas, écoutez, j'ai un collègue et ami qui s'appelle Jean-Claude Madon, qui est l'entraîneur de Arsenal, qui est très compétent, qui est en poste, donc il n'y a pas de possibilité à ce niveau-là. Quant à moi, j'ai été faire quelques mois au Qatar, là, donc avec Gérard Gilly. Bon, ça s'est pas très bien passé, donc je suis rentré. Ça ne se passe pas toujours très très bien là-bas non plus, il faut dire ce qui est. Et puis voilà, peut-être que oui, j'ai peut-être un projet futur, là, donc c'est encore trop tôt pour en parler. D'accord. En Ligue 1, en Ligue 2 ou à l'étranger? C'est encore trop tôt pour en parler. Ben, en tout cas, c'est un plaisir de discuter avec vous. C'est un honneur parce que vous avez monté un gardien de l'inconnu comment dire, aujourd'hui à une Coupe du Monde. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je pense voilà, que... oui, je suis très fier. Voilà. Et si on regardait la Coupe du Monde, est-ce qu'il y a un gardien aujourd'hui qui vous impressionne?
Écoutez, là, l'actualité récente, je dirais que pour l'instant, celui qui m'a le plus impressionné, c'est quand même Ochoa avec ce qu'il a fait hier soir au Brésilien. Ensuite, écoutez, en numéro 2 de ce que j'ai vu, la Coupe du Monde, c'est Salvatore. Mais bon, après, je pense qu'on va retrouver parmi les gardiens, on va retrouver Neuer aussi. Et puis, voilà, malheureusement Cavilla s'est passé au travers, donc on ne peut plus trop le nommer maintenant parmi les meilleurs. Mais donc, voilà un petit peu mon trio de tête pour l'instant, on va dire. Et si vous retenez un souvenir au Paris Saint-Germain, ça serait quoi? Forcément, le titre de champion de France. Forcément, le titre de champion de France, parce que c'est mon premier. Peut-être mon dernier, je ne sais pas, j'espère pas. C'est le premier du club depuis très longtemps. Et puis, ben voilà, donc on a lutté fortement pour l'obtenir. Donc vraiment, ça restera gravé dans la mémoire. Justement, vous parlez du titre de champion de France, comme ça, juste ça me revient comme ça. Le fait qu'on a terminé deuxième, c'était vécu comment? L'année précédente? Moi, justement, je l'ai très très mal vécu. Moi, j'ai très très mal vécu parce que mon fond intérieur, à cette époque-là, mon fond intérieur, j'étais et je resterai convaincu qu'avec Antoine Comboiré, on aurait été champion. Mais après, si vous voulez, je crois que comprendre, j'ai pu comprendre par la suite, c'est que les Qataris préféraient à la limite prendre le risque de perdre ce titre, de gagner 6 mois, dans l'arrivée d'un staff d'une autre dimension pour porter un petit peu leur projet. On aurait pu aussi, hein, effectivement, être champion, mais il y a eu tellement de bouleversements avec l'arrivée des nouveaux staffs qu'il y a eu des choses qui ont dû se mettre en place et des changements d'habitude qui fait qu'à un moment donné, on a perdu des points qu'on aurait pu ne pas perdre. Donc je pense que l'idée des propriétaires, c'était peut-être de reculer un peu pour mieux sauter et pour mieux encore asseoir le club un petit peu sur les sommets de l'Europe. C'était leur projet qui est très ambitieux, qui est très cohérent, et qui effectivement, qui est très cohérent effectivement. Et encore bravo, de toute façon, moi je suis admiratif de la façon dont le club est géré. Quel est le joueur qui vous a impressionné le plus au Paris Saint-Germain? Ça peut être que Ibra, quoi. Ça peut être que Ibra, ça peut être que Ibra. En tout cas, merci beaucoup Gilles Bourges pour vos vérités et pour votre disponibilité. On garde un énorme souvenir de vous, ça c'est sûr. Je vous remercie. On aurait aimé vous voir encore entraîneur des gardiens du Paris Saint-Germain avec Laurent Blanc. On avait suivi ce dossier avec attention. Et on suivra avec grand plaisir la suite de votre carrière parce que c'est un moment magique qui s'est passé à Paris avec Sirigu. Bon, je vous remercie beaucoup. Écoutez, on va voir comment ça va rebondir. Bon, merci alors. Allez, au revoir. Merci à vous, Gilles. Au revoir. Au revoir. Bon courage pour le futur. Merci.